Warner, on était très différents. À la base, moi je suis designer, j'ai fait des gobelins en multimédia, à la grande époque du Flash, aussi la grande époque de Napster. Et donc du coup je passais beaucoup de temps sur mon ordinateur. Ça a percuté ma vie internet en 95-96, suivi d'un voyage aux États-Unis qui m'a vite fait comprendre qu'on était très en retard en France. À l'époque, il n'était pas spécialement free, donc internet coûtait très cher et très doucement en France. Je suis rentré et j'ai commencé à dire que je travaille dans ce truc, je ne sais pas trop ce que c'était. Les Gobelins en France étaient à l'époque spécialisés dans le dessin animé. C'est eux qui fournissaient la moitié du staff de Disney. Et ils venaient d'ouvrir une branche animation multimédia dédiée justement à tout ce savoir-faire Internet. Enfin, ce début de savoir-faire, puisque on s'est aperçu vite que les profs finalement en fin d'année on connaissait autant que nous, puisque tout évoluait tellement rapidement, on était un peu en train de courir tous ensemble. C'était assez sympathique et très formateur. J'ai ensuite enchaîné sur l'école de design produit cette fois-ci, que j'ai quitté 2 ans plus tard, puisque elle ne m'apportait pas grand-chose, dans le sens où le produit était quelque chose qui m'a toujours passionné, mais qui pour moi était déjà à l'époque connecté, ou se devait d'être connecté, ou en tout cas sans rupture entre un produit internet sur un site web ou un produit comme une chaise, c'est un produit et comme un autre, il a le même process de développement. J'ai donc quitté l'école sur ce dogme idéologique, pour finalement y revenir 1 an et demi plus tard, parce qu'ils m'ont appelé pour enseigner, pour combler tout ça. Je suis parti de l'école, j'ai monté une première société de design et de communication qui s'appelle Mon Amour. On travaille un peu pour le jeu vidéo, on travaille pour Ubisoft, on travaille beaucoup pour le luxe, LVMH, Dior, Cartier, etc. On travaille pas mal pour l'industrie techno, MTech, Technicolor, Orange Pro, et puis pour plein de gens, notamment pas mal de startups au milieu qui cherchent à développer leur image, mais surtout à travailler une façon intelligente de construire des interfaces. Dans ce parcours, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de freelances, notamment un qui est aujourd'hui associé à Everlead. Et ce personnage, parce que ça c'est charismatique, a fait Supélec Central, est parti chez Goldman Sachs et après avoir travaillé pendant 3 à 6 mois là-bas, il s'est dit que finalement l'argent c'était sympa, mais qu'il pourrait en faire autrement, qu'il construisait le requin. Il est revenu en France, il a monté 2 autres boîtes et nous on s'est bien travaillé avec lui sur un projet pour une boîte. Et là, en 2010, je suis dans un concert, je m'ennuie un petit peu, l'artiste n'est pas vraiment ma cam, et j'observe que tous les gens filment. Et quand tous les gens filment, j'étais à Bercy et le décor de l'artiste était un nuage d'étoiles, et en fait j'étais tout au fond de Bercy, et l'intégralité de Bercy était recouverte de petits points étoilés. Il s'agissait de BlackBerry et d'iPhone 3G à l'époque, donc on parle de téléphones qui ne filmaient pas en HD, qui filmaient mal dans le noir, et qui avaient une capacité, en tout cas le début de la capacité d'échange qu'on a aujourd'hui, puisqu'il y avait la 3G balbutiante. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, on a observé effectivement les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et là on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes, parce que ces vidéos étaient sur Internet. Alors c'est un problème vis-à-vis des ayants droit, parce qu'ils ont les droits d'artistes, les droits des chansons, les droits des interprètes, enfin, cumul de droits habituels dans le milieu de la musique. Et de l'autre côté, c'est très frustrant pour les utilisateurs, parce que vous aviez un point de vue, avec un son souvent de mauvaise qualité, donc tout le monde était perdant. Donc on s'est dit, que se passe-t-il si on arrive à combiner et agréger toutes ces vidéos pour faire un montage automatique d'un concert en vidéo à partir de la vue du public. On a commencé à bosser dessus et ça a marché. Ça a marché, donc on a fait un prototype qu'on a présenté aux premiers intervenants, c'est assez drôle parce que c'était Adobe justement. Pourquoi? On savait que le sujet des droits est délicat, l'industrie musicale a beaucoup souffert. Je pense que ça en partie de leur faute, mais ils ont beaucoup souffert et du coup ils sont beaucoup reproduits. Donc on s'est dit, on vit en France, on a deux choix, soit on déménage à San Francisco, on fait tout en pirate, on sera racheté par Google, soit on reste à manger du camembert et on reste à profiter de la France et du coup il faut le faire en règle. Donc ça a été un petit peu long, on a abordé Warner, on a abordé Sony, Universal ne voulait pas nous recevoir, et tout à coup, il s'est passé un truc, c'est que Sony a décidé de nous acheter.
Donc là, on rentre dans un bon process, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et puis, dans la foulée, on a commencé à avoir Universal qui nous a contactés. Et Universal, ils sont très rapides, c'est un bulldozer. Ils ont 75% du marché de la musique et ils nous ont signé en 3 semaines. Voilà. Donc depuis, on travaille avec Universal, on travaille pas mal avec Warner. Sony est un petit peu fâché qu'on n'ait pas signé avec eux. Et on est parti. À ce moment-là, on a commencé tout simplement à se dire qu'il fallait qu'on crée une équipe, parce que le produit 3 à bosser le soir, ça restait limite. Donc on a monté notre petite équipe. Beaucoup sont des big tech pour le web. Et une fois qu'on avait un produit, une bêta à montrer, il a fallu qu'on commence à enfoncer un peu des portes. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que quand on est une startup en France, on dit qu'on plaide aux riches, c'est vraiment vrai. Et surtout, on plaide aux entrepreneurs qui ont déjà fait des choses. Et il y a beaucoup de gens, comme dans, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, et quand vous avez des enfants, on vous explique tout. On vous dit ça va se passer comme ça, va se passer ceci, va se passer cela. Mais on ne vous dit jamais les parties sympathiques. Là, c'est ça, vous rencontrez énormément de gens qui veulent vous aider, qui n'ont pas plus d'expérience que vous en grande partie, c'est assez dramatique. Et c'est vraiment pour ça que j'ai mis rencontre avec Joe Black dans l'image. C'est pour le meilleur et pour le pire. Nous, on a perdu beaucoup de temps avec des intermédiaires qui n'étaient pas les bons. Des gens qui nous font miroiter beaucoup de choses. Pendant ce temps-là, il faut vous dire que quand vous avez une idée, il y a 100 personnes dans le monde qui ont eu des goûts. Beaucoup aux US, beaucoup en Israël et un petit peu ailleurs. Donc il faut aller très vite. Mon conseil, c'est faites-vous pote avec un ex-entrepreneur. Un mec qui a réussi, c'est lui qui ouvrira les portes pour vous. Nous, en l'occurrence, on a été assez rapidement. Il faut laisser lire parce que c'est des gens qui voient beaucoup de dossiers, c'est des gens qui investissent de leur poche, et c'est des gens qui investissent dans des fonds qui investissent. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude, ils sont aiguisés, ils ont eux-mêmes monté des grosses boîtes, ils veulent voir 3 choses en vous, et je ne reviendrai pas sur ces 3 points. Et il faut leur montrer. Donc l'ex-entrepreneur, c'est la clé, il faut être coaché. Pour notre part, il s'agissait d'Olivier Ekman, qui est l'ancien fondateur de Multimania et Kewego, ainsi qu'un des fondateurs de Betclic. Donc ça nous a permis de comprendre et d'être un peu ouvrir les portes des ventures capitaux. Après, il y a différents organismes. Pour celui qui nous a vraiment aidé, nous, c'était Scientipol. C'est pas des rigolos, il y a plein de dossiers à remplir, mais ils ont l'avantage de vous prêter une certaine somme, c'est-à-dire à l'époque, c'était jusqu'à 3 associés, et on pouvait emprunter 20 000 € chacun, je crois que c'est passé à 30 000. Finalement, 60 000 €, nous, ça nous a permis de tenir un an. Il faut les rembourser en cas de. Enfin, il faut les rembourser, quoi qu'il arrive, mais à un moment ou à l'autre, il faut savoir prendre des risques et y aller. Et puis après, il y a vos futurs clients. Les gens dans l'industrie avec qui vous travaillez, alors pour eux, quoi que vous fassiez, c'est génial. C'est vraiment des cheerleaders. Ça va être les maisons de disques. Pour nous, les maisons de pub, ça va être Red Bull, Pepsi, Coca-Cola, HTC, Nokia, tous ces gens qui sont venus nous voir en nous trouvant géniaux, mais qui au moment de sortir de chez qui avaient un petit peu plus de mal. Mais ça reste des futurs clients, donc il faut en prendre soin, c'est comme une cheerleader. Donc pendant ce temps-là, on a commencé à manger un peu des maths. On n'était que des associés à avoir d'autres boîtes à côté. C'est un point qui compte, mais à un moment ou à un autre, on a dû déléguer à nos autres associés de ces boîtes-là, et forcément, nos salaires ont pris un coup. Et quand je dis qu'on mange des pâtes, on mange vraiment des pâtes. Au moment où on a signé avec Partech et 360, on était à la 4e relance, j'avais 4 mois de retard de loyer, et j'allais avoir les huissiers. Donc il faut supporter un peu, et donc c'est assez compliqué. Donc à un moment ou à un autre, il faut aller chercher des finances. Et là, il y a 2 types de finances. Il y a les finances privées, qui vous sont indispensables parce que, quoi qu'il arrive au niveau de l'argent public, on ne vous en donne pas si vous n'en avez pas en privé. Encore une fois, on prête pas riche. Et les fonds d'investissement reçoivent beaucoup de dossiers. Pour Partech, c'est 3 000 dossiers par an pour 30 investissements dans l'année. Donc le ratio il est assez énorme, 1 sur 100, mais en même temps, il voit vraiment de la merde parfois. Et là, les 3 points qui les intéressent, c'est qui vous êtes, qui vous êtes, qui vous êtes. C'est bête, ils vont vous dire que ça peut être votre business plan, votre techno, et qui vous êtes. La réalité, ce qui les intéresse, c'est qui vous êtes, qui vous êtes, qui vous êtes, parce que votre business plan, vous allez en faire un, mais une fois que vous aurez reçu l'argent, eux et vous, vous savez qu'il va à la poubelle, mais ils veulent que vous le construisiez. C'est hyper important de le construire et de le construire de manière logique, structurelle, avec 1 milliard d'études pour montrer ce que vous voulez faire.
Ça, c'est juste pour voir si vous êtes bien connecté dans votre tête, mais c'est la clé. Il vous faut votre business plan. Alors ça, c'est un exercice de style, le business plan. On va vous demander, et j'adore, on va vous le demander à 5 ans. Pourquoi? Je ne sais pas vous, mais il y a 5 ans, l'iPhone venait de sortir. Pour vous faire voir l'évolution, donc il y a des stupidités comme ça, ou dans la pire des stupidités, on va vous demander au mois par mois. Vous avez une start-up, vous n'avez jamais monté de start-up, vous ne savez pas exactement, vous savez combien coûte une facture d'électricité et un Mac, mais globalement, vos frais de déplacement, le nombre d'équipiers que vous allez devoir rajouter, il y a parfois des gaps de 10 à 15 000 euros en net sur des salaires. Franchement, au mois, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc c'est un exercice aussi, il faut s'y plier. Il s'agit vraiment juste de vous tester. Donc ils vous testent sur le bébé. Après, ils vont vous tester sur la techno. Il y a effectivement une marche à amener, montrer que vous êtes les seuls à l'avoir. Si vous êtes fortuné, vous avez eu le temps de déposer des brevets. Dans la plupart des cas, quand vous êtes une startup, vous avez vos brevets prêts et vous allez les déposer après la vie. Et pas avant. Si vous allez les déposer avant, c'est génial. Si c'est après, de toute façon, c'est après. Et là, encore une fois, ils vous diront finalement, les brevets, ça sert à rien. Il faut juste être le premier, avoir la plus grosse masse d'utilisateurs, parce que c'est vous pour le marché. Et si au pire vous perdez un brevet, ça se passera dans 3 à 5 ans, vous aurez atomisé le marché. Et il y a 3 à 5 ans, la moitié des grosses boîtes web n'existent déjà plus. Donc c'est pas très grave. Le dernier point, c'est vous. Et ça, c'est le point le plus important. Ils vont vous tester. Ils vont vous tester parce qu'ils veulent le plus de points. Normal, ils investissent. Ils veulent surtout tester votre caractère de lead, caractère de négociation. Et parce qu'en réalité, ce qu'ils achètent au final, c'est vous. Ils vont acheter 3 gars. Enfin, pour nous, c'était 3 gars. Avec, en l'occurrence, pour nous, 1 million d'euros pour une période de 3 ans. Voilà. Et avec ça, il faut qu'on monte une boîte. Donc il s'agit vraiment de vous affirmer et montrer qui vous êtes, d'être constant. Il va y avoir plusieurs rendez-vous. Plusieurs épreuves, vous allez monter, voilà, on va vous faire des oui, non, oui, non, oui, non. Il s'agit d'être constant et surtout de ne jamais plier, ou en tout cas de laisser le pied de manière élégante. Donc voilà, ça c'était le temps et le passif, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps de discuter avec les fonds d'investissement. Nous, on voulait particulièrement Partech. Les 360 étaient très sympathiques, on en a vu d'autres, on attendait des offres d'autres, et quand en fait, à un moment ou à un autre, tout se cristallise, c'est-à-dire que tout le monde dit oui, on va vous faire une proposition, et dès qu'il y en a un qui tire, ils tirent tous, voilà. Mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps, c'est-à-dire que nous, pendant 6 mois, on a pu toucher au produit. Et on ne pouvait pas faire autrement, alors, on entendait dire tout à l'heure, on peut pas, il faut se concentrer sur le produit. Nous, on avait déjà sorti notre proto, et on ne pouvait pas aller plus loin, parce qu'on mangeait des pâtes, et on avait besoin de lever de l'argent. Donc à un moment ou à l'autre, il faut quand même lever de l'argent, sauf si vous avez la chance de monter un business B2B, et là, vous avez déjà des rentrées. Et si vous avez un business B2B, les investisseurs iront encore plus vite pour vous donner des fonds. Bien l'inflation. Donc là, le problème, c'est le choix. Vous avez une grosse cagnotte. Nous, on a eu des VC qui ont commencé à 200, 300. On voulait 1 million. Donc il faut faire grossir la cagnotte, il faut aller les voir, faire des ping-pong, leur faire comprendre le desiderata, et ça prend beaucoup de temps. Et une fois qu'on a les propositions sur la table, il faut choisir. Il faut choisir parce qu'il y a des fonds ou des business angels qui vont vous donner du cash tout de suite, mais qui vont vous apporter plus d'ennuis que de solutions. Pour moi, les solutions, c'est un fonds d'investissement qui a le bras long. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un rendez-vous avec le patron de Dailymotion ou de Deezer, vous l'avez tout de suite et pas dans 3 mois. C'est un fonds d'investissement qui va vous brancher à une autre boîte qui a la brique technique qui vous manque. C'est le fonds d'investissement qui va peut-être vous aider à embaucher, et ainsi de suite. C'est le fonds d'investissement qui va vous trouver les bons avocats pour telle procédure, etc. Donc ça, c'est les bons fonds d'investissement. Personnellement, je suis un peu plus réticent sur les business angels. Je pense qu'il en faut. Maintenant, à mon sens, ils prennent beaucoup pour les métiers. Donc il faut choisir et bien regarder alors qu'on gagne. Enfin, le financement public, donc comme je disais, c'est en étape 2. Il faut avoir de l'argent privé, parce que c'est souvent du 1 pour 1, voire moins. Et alors là, pour le coup, on a entendu il y a quelques mois l'histoire des pigeons en France. Je comprends leur problème d'investisseurs. De l'autre côté, en tant que créateur d'entreprise qui fait financer son entreprise à l'extérieur, la France, c'est génial. C'est génial, pourquoi? Parce qu'on a des super dangers, mais vraiment très bons, pour pas grand chose. Quand je dis pas grand chose, les salaires sont élevés, mais ils sont 4 à 5 fois moins chers qu'aux US. Donc ce qui veut dire que pour lever, il suffit de lever 4 fois moins qu'aux US.
Ensuite, énormément de la R&D. La R&D et même plus maintenant, puisqu'il y avait le CIR et maintenant il y a le CII. Donc la R&D et le développement de produits sont financés par l'État. Quand je dis financés, c'est-à-dire que sur vos employés, vous avez une grande partie des charges qui disparaît. Et bien, mine de rien, tout ça, plus des aides comme François Chenet, du FCM, ou du CNC, ou même d'autres organismes, font qu'on arrive à se faire financer relativement bien et on n'est pas obligé de quitter le territoire français. Et ça, c'est le bon plan. Après, le mauvais plan, je veux bien le mauvais plan, c'est que ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si vous voyez ce film, c'est le jour de la marmotte, où tous les jours ça recommence. Bon, je peux en parler par rapport au CNC, j'ai dû faire je ne sais pas combien de dossiers. Ils ont tous leur grille. Ils demandent tous la même chose, mais c'est normal, chez eux, ils ne vont pas vous retraiter et lire votre dossier de manière différente, donc ils vous demandent d'adapter leur grille. Sauf qu'au final, c'est toujours la même chose, mais toujours de manière différente. Et des fois, c'est très confus, hein, c'est pire que les impôts. Et tout à l'heure, l'intervenant parlait de professionnels qui vous aident à faire ces aides. Alors nous, on a une mauvaise expérience. Comme on a appris, ils étaient mauvais, ils ont complètement foiré notre dossier, donc il a fallu qu'on reprenne pas mal de... Voilà. Pour d'autres boîtes qu'on connaît, ça s'est très bien passé. Donc ça, à voir. Mais c'est un regain de temps. Enfin, c'est-à-dire que nous, on a dû tout récupérer en interne et les faire. Ça prend un temps de fou. On est 3 associés, je fais ça depuis 6 mois. Enfin, 9 mois maintenant. Donc c'est la moitié de mon temps. Je ne le passe plus sur le produit, je passe à chercher de l'argent public. Mais en même temps, si je passe l'argent public, ça veut dire qu'en grande partie, je devrais partir chercher de l'argent privé. Et comme nous, on a fait maintenant ce qu'on appelle un seed en première étape, on va refaire un round A ou un round B. En France, dans notre domaine, il n'y en a pas beaucoup qui vont être capables de le financer. Donc si on n'a pas d'argent public, on va forcément être obligé quasiment de déménager aux US. Donc l'importance de l'argent public est vraiment importante. Et voilà. Le truc important à savoir, c'est quand on lève de l'argent, on se dit waouh, c'est génial, déjà je peux payer mon loyer, je peux payer un petit peu, je peux embaucher des équipes, et là c'est le début des problèmes, parce que il faut vous embaucher une équipe super rapidement, et il ne faut pas embaucher n'importe qui. Embaucher une mauvaise personne dans une startup, c'est prendre 6 mois, 1 an pour rater le coche pour lancer son produit. Donc il faut faire un très bon recrutement, et vous allez voir qu'à partir du moment où il y a les publications faites par vos fonds d'investissement comme quoi vous avez levé, vous recevez peut-être 3 à 4 appels par jour de recruteurs. Moi perso, je n'aime pas les recruteurs, ils font la même chose que nous, ils vont sur LinkedIn. Je ne vois pas à quoi ils servent. Et ils harcèlent des mecs qui, de toute façon, s'ils sont prêts à partir aussi facilement d'une boîte, c'est qu'ils cherchent le salaire. Or, je vous rappelle, on est une start-up avec des salaires ridiculement faibles. Donc nous, en fait, on marche par réseau. Effectivement, il y a LinkedIn, après on marche par les réseaux d'école ou par les amis d'amis. C'est aussi simple que ça, mais c'est le même principe que les entrepreneurs. C'est grâce à leurs amis et à leur réseau qu'on arrive à ouvrir les portes des fonds d'investissement. Là, c'est la même chose, pour les recrutements, on fait ça. Donc il y a les recrutements. Une fois qu'on a recruté, tous les mois, il faut payer les salaires. On s'est aperçu qu'on avait levé beaucoup d'argent, et tous les mois, l'argent disparaissait très vite. Et donc il faut rapidement avoir un nouveau produit, et avec ce nouveau produit, relever de l'argent, ou alors faire de l'argent avec, mais ça dépend de votre business model. Donc voilà, c'est une longue aventure, c'est beaucoup de dossiers. Si vous pensez que vous galérez à faire votre bébé, dites-vous que c'est juste le début, et que les business plans des tableaux, vous allez en remplir. Si vous ne portez pas le lunettes, vous allez en porter parce que les tableaux c'est tout petit. Et quoi qu'il arrive, c'est une belle aventure. Nous aujourd'hui on est 13. On a embauché, grâce à une dernière aide récemment, du FCM, un dernier ingé hier matin. Les 3 quarts de notre équipe viennent d'Epitech. On a une équipe R&D qui est de 4-5 personnes aujourd'hui, en grande partie Supélec centrale, et on a aussi des docteurs de la fac. Et puis on a un pôle contenu, où là c'est des gens un peu plus expérimentés, bien que notre community manager, je l'ai rencontré dans un lab. Du coup, on essaie vraiment d'avoir une équipe à la fois homogène et hétérogène, c'est ce qu'on va dire. Mais en tout cas, involontairement, on est que des passionnés de musique, on travaille dans la musique. Alors que ce n'était pas du tout une question de recrutement, ils jouent tous de la musique, donc il y a eu une sensibilité, et ça c'est important. Si vous recrutez, prenez des gens sensibles à votre produit. Hier, j'étais dans un incubateur sur le tourisme, avant-hier, et ils prenaient des gens, des ingés qui n'avaient jamais voyagé, ça m'a un peu fait
compliqué parce que j'avais du mal à comprendre comment une personne casanière pouvait créer un service pour des gens qui veulent bouger.